Et maintenant, j'invite le réalisateur de Celui qui a deux âmes, Fabrice Louang-Vija. Bonjour. Fabrice Louang-Vija, c'est votre première sélection à Annecy et vous nous arrivez avec une histoire qui nous est racontée par une conteuse, Nefissa Benounich. Comment l'avez-vous découverte? Je l'ai découverte en entendant son conte, en fait, sur un CD audio. C'était dans une collection de contes qui est éditée par la maison qui s'appelle Oui Dire Édition. Et c'était une maison que je connaissais depuis longtemps. J'écoutais pas mal de contes. Et on s'est dit ce serait peut-être bien de trouver un conte pour voir s'il y en a un qui pourrait s'adapter en court-métrage d'animation. Donc j'en ai écouté pas mal. Et je suis tombé sur un double CD de Nefissa Benounich qui s'appelle Sexotikies, et il y a un CD qui est plutôt dans le registre un peu sensuel, érotique. Un CD se passe en Amazonie et un CD se passe dans le Grand Nord. Voilà, je suis tombé sur le conte Celui qui a deux âmes, qui m'a tout de suite, je dirais, touché. Précisément, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce conte? Quel a été le déclencheur? Je crois que c'est la voix de la conteuse. J'avais déjà en quelque sorte la bande-son du film que je découvrais. Alors, on l'a refaite effectivement après pour le film. On a réenregistré la conteuse, mais il y avait déjà des choses qui se passaient en termes de bande-son qui m'ont tout de suite évoqué des images. Et puis ce personnage d'Ozam, voilà, qui est un peu ambigu, qui est sur le fil. J'aime les histoires où rien n'est réellement tranché. Et donc tout ça m'a tout de suite parlé en fait. Et des images sont tout de suite apparues. Voilà, donc ça m'a paru à peu près évident d'en faire un film, quoi. Est-ce que vous avez dû adapter le conte considérablement ou vous l'avez pris grosso modo comme tel? Alors j'ai gardé la structure, mais je l'ai pas mal adapté parce que le conte audio fait environ 5 minutes. Et par contre, je l'ai beaucoup délayé. J'ai rajouté pas mal de séquences un peu sensuelles, oniriques, les rêveries à trois. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont venues au moment de l'écriture du scénario, en fait. Et puis j'ai rajouté un peu de choses au niveau du passé de la veuve, et évoquer pourquoi elle est veuve. Voilà, rajouter un peu des choses qui consolident un peu l'incarnation des personnages. Mais sinon, la structure est restée la même. Et j'ai essayé de garder, si possible, une certaine spontanéité dans le jeu de la conteuse. Je voulais vraiment garder la voix de la conteuse pour le film. Donc on avait écrit une trame de texte, mais après elle l'a redite un peu à sa manière, comme elle n'est pas actrice, comédienne directement. Elle n'a pas vraiment voulu jouer le texte, là elle l'a redite un peu à sa manière, et je voulais garder un peu cette spontanéité-là. Voilà. On a ce personnage donc, qui a deux âmes, ce personnage qui est sur le fil, comme vous disiez tout à l'heure, qui hésite et qui finalement fait un choix, donc se retrouve avec cette femme à la fin. Pardon. Est-ce que c'était pour vous dangereux d'avoir une morale un peu trop traditionnelle autour de ce choix-là? Oui, de dire qu'il revient avec une femme, en quelque sorte. Oui, j'y ai pensé, mais en même temps, je trouve qu'elle, la femme, fait aussi un choix qui est un petit peu le miroir de ça, quoi. Non orthodoxe. Voilà, oui. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant qu'elle propose à ce personnage principal, celui que deux âmes, une sorte de position où finalement après leur rôle peut finalement s'interchanger. Et la dernière séquence évoque un peu ça, où finalement les rôles se permutent selon qu'on va chasser, qu'on va coudre, qu'on est ensemble. Hein. Donc j'y ai pensé, mais c'était pas forcément un frein pour moi de me dire oui, bah, finalement il redevient hétéro en quelque sorte et il est avec une femme. Pour moi c'est plus complexe que ça. Hein. Et il y a justement, dans toute cette très belle dernière séquence, cette symbolique du yin et du yang qui revient un peu ça, graphiquement. Ça, c'est vraiment quelque chose que le conte vous a inspiré. C'est vous qui avez amené cette... Oui, enfin, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément conscient, mais j'aime beaucoup les choses qui se répondent et qui se répètent dans les films. J'aime beaucoup les choses qui se... Voilà, l'effet de miroir, des gestes qui se répètent, le dialogue de le frère qui raconte sa chasse, elle qui raconte sa pêche. Donc c'est vrai qu'intuitivement, peut-être graphiquement, il y a des choses qui, vis-à-vis du yin et du yang, sont apparues comme ça. Mais j'aime bien effectivement les choses qui se répondent. Et je trouve que la beauté, souvent la poésie, vient souvent dans la répétition des choses aussi, hein, la répétition des motifs. Là, voilà. Donc j'ai essayé d'en distiller quelques-uns. Voilà. Il s'agit d'une légende qui se déroule chez les Inuits. Donc,
comment est-ce que vous avez déterminé le style graphique du film? Est-ce que vous avez fait des recherches sur l'art inuit, sur les gravures, sur les illustrations d'artistes issus de ces sociétés? Oui, alors j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas voulu faire un film documentaire. Je n'ai pas voulu faire quelque chose qui soit vraiment le plus réaliste possible par rapport à la vie des Inuits. D'ailleurs, c'est très intéressant quand je discute avec la conteuse. Elle-même, quand elle voit le film, elle ne l'imaginait pas visuellement de cette manière-là. Pour elle, le conte, elle est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'histoire à la hache, plus brute, plus sale, plus voilà. Et moi, je suis pas parti du tout dans cette direction. J'ai pas cherché à faire des. Donc, on a fait des recherches par rapport à quelques accessoires, des éléments de décor, mais pour le reste, les costumes, par exemple, lui est habillé en vert, elle est en orange. Voilà, c'est pas forcément des costumes qui sont issus de la culture des Inuits. Donc, j'ai préféré rester dans quelque chose qui est un peu de la rêverie aussi, de l'ordre du conte, de la fable, où on est là aussi entre deux. Il y a quelques éléments qui sont du réel et puis d'autres qui sont dans le réel, dans l'univers du conte, tout simplement. Des questions dans la salle pour Fabrice Loingvija. Madame, ici. J'ai beaucoup aimé le film déjà, mais je me posais la question de ce que raconte la narratrice. Je comprends que vous avez beaucoup aimé la voix de la conteuse, vous êtes partie de ça, mais il y a des moments où j'ai eu le sentiment que c'était redondant avec ce que l'image nous racontait et qu'elle se serait suffit à elle-même sans forcément la voix. Alors, comment gérer ça? J'imagine que c'était compliqué en partant d'une bande-son, en quelque sorte, d'une conteuse. Comment vous avez appréhendé ça et voilà les choix que vous avez faits? Alors, c'est un parti pris qui est totalement assumé. C'est-à-dire que j'ai pas mal élagué. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait beaucoup plus de texte. Mais je voulais effectivement que... En fait, quand j'avais le doute, est-ce que je laisse la voix ou pas, j'ai préféré la laisser. C'est-à-dire que, pour moi, il était important que le spectateur comprennent immédiatement ce qui est raconté. Alors peut-être que des fois, certains publics auraient compris peut-être sans la voix certains passages, mais pour moi, je voulais atteindre en fait un niveau d'émotion qui fait que le spectateur ne se pose pas la question qu'est-ce qu'on me raconte, qu'est-ce qui se passe, et pour ça la voix m'aide, parce que tout de suite, elle fait passer par exemple, c'est une jeune veuve. Comment faire comprendre que c'est une jeune veuve si on ne le dit pas? Donc à un moment donné, je préfère qu'on dise c'est une jeune veuve, en 2 secondes on comprend, parce que s'il faut que je le fasse expliquer par l'image, il me faut plusieurs plans, plusieurs séquences, pour du coup que cette compréhension étant passée, je puisse arriver à une émotion qui est au-dessus pour moi. Et qui est, je veux que le spectateur ne se pose pas la question pendant 17 minutes, qu'est-ce qu'on me raconte, ou qu'est-ce que c'est, ou qui c'est, ou non. Je veux être dans le registre qui va au-dessus, et qui fait que du coup, on atteint l'émotion, le trouble que je cherchais à obtenir. Alors après, c'est vrai que c'est un style, c'est une école, c'est un parti pris qui n'est pas forcément le plus courant dans l'animation. Je sais que souvent on a tendance en animation à dire bon, mais pas de voix. Mais moi j'aime beaucoup le rôle des voix off parce que je trouve que ça permet de prendre des raccourcis, d'aller vite, d'entrer plus rapidement dans certains sujets qui sont assez plus subtils, plus complexes. Et surtout quand on est aussi dans un exercice, moi je voulais quelque chose de... On est dans l'univers du conte, donc qui est assez narratif, où on raconte une histoire, on prend le spectateur par la main et on ne le lâche plus. Après, j'ai essayé quand même de faire en sorte que par moment, il n'y ait pas la voix, que ça soit un petit peu onirique, un peu poétique. Et j'ai essayé de faire en sorte en fait, que le jeu avec la voix soit jamais forcément linéaire et que ce ne soit pas toujours le même principe. On passe de l'un à l'autre. Par moment, c'est peut-être un peu redondant. On est un peu à la Edgar Pierre Jacobs, le Quai Mortimer. On a les textes qui nous décrivent ce qui est dans l'image, et l'image dit la même chose. Donc on a un peu ça, puis par moment, peut-être que la voix va peut-être annoncer ce qui va se passer, au contraire, elle est un peu en décalage, après elle est absente. Donc voilà, j'ai préféré un peu jouer comme ça, de manière un peu intuitive, en essayant toujours de garder à l'esprit qu'est-ce qu'on raconte, que ça soit vraiment limpide par rapport au premier niveau de lecture, et du coup, ça permet d'accéder aux autres niveaux de lecture qui, pour moi, sont les plus importants, finalement. Une autre question? Moi, j'en ai une. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure de la culture inuite et Oui. de l'esthétique de l'art inuit, disons. Est-ce que, quand on approche comme ça une autre culture, est-ce que c'est quelque chose d'intimidant où on arrive relativement facilement à trouver sa liberté d'expression là-dedans?
intimidant, je sais pas. Disons que j'ai pas cherché à me dire, je me suis pas dit il faut que d'un seul coup que je devienne un expert en culture inuite. J'ai simplement essayé d'aller chercher, piocher là où je pouvais trouver des éléments qui me servaient à l'histoire, tout simplement. Hein. C'est vrai que je savais déjà que de toute façon, comme j'avais déjà une structure narrative, je savais à peu près de quoi j'avais besoin visuellement, donc j'avais des personnages secondaires, des enfants, des igloos, qu'est-ce qui se passe dans les igloos, quels outils ils utilisent. J'ai un peu regardé quelques documentaires, voilà, comment ils chassent, voilà, donc pour essayer de me nourrir un peu de tout ça. Quels sont les motifs un peu, quelles sont leurs œuvres d'art aussi, hein, les motifs graphiques. J'ai essayé d'en utiliser quelques-uns dans la dernière séquence notamment. Voilà, mais donc je suis allé piocher comme ça, mais je dirais de manière très spontané, sans chercher à être exhaustif ni expert en la culture inuite. Voilà, je ne saurais pas faire un exposé sur la culture inuite à l'issue de ce travail sur ce film. Hein, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui, absolument. Voilà. Alors, une dernière chance pour une question. Oui, monsieur. J'ai cru comprendre dans le film que la musique, enfin la chanson était chantée par une véritable Inuit, puisqu'elle a un nom, j'ai noté Terje Insungset. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans la vraie vie? Non, on s'est rencontrés uniquement sur Internet. En fait, au départ, je voulais faire une musique originale, et quand j'ai monté l'animatique du film, la maquette, j'avais besoin de musique. J'aime beaucoup monter sur la musique, ça me donne le rythme, etc. Et donc j'ai découvert un album de ce musicien, compositeur, qui est norvégien en fait, Terje Insungset. J'ai utilisé beaucoup de morceaux d'un de ses albums, et c'est un musicien qui est assez étonnant parce qu'il fabrique des instruments à base de morceaux de glace, il fabrique des instruments de percussion comme ça qui font des sons assez étonnants, et tout de suite pour moi ça sonnait très bien. Voilà, et donc j'ai envoyé un mail, est-ce que je pourrais utiliser votre musique pour le film, et il a tout de suite accepté. Donc il y a notamment aussi un des morceaux où il y a une chanteuse, donc un morceau qu'il a fait avec cette chanteuse, voilà, que j'ai réutilisé pour la séquence de jeu à 3 et pour le générique final. Et j'ai aussi gardé 2 ou 3 morceaux du conte d'origine de Oui Dire Édition, qui sont des morceaux à la guitare, notamment aussi le dernier morceau de guitare de la séquence onirique, juste avant la fin, quoi. Et voilà, j'ai composé la bande musicale avec des musiques existantes, en fait, qui pour moi sonnaient très bien pour l'histoire. Merci beaucoup, Fabrice Wangvija.